de contingence de 15 milliards de francs CFA pour éradiquer cette pandémie du Covid-19 dans son pays après justement l'annonce d'un troisième cas de contamination du Val-Fangwa. Merci Julienne Berthe Bissaï et on se retrouve donc demain. On se retrouve demain du Val-Fangwa. C'est donc ça l'essentiel du débrief. Ces éléments qui ont été évoqués dans le journal de Julienne Berthe Bissaï. D'abord, l'Assemblée nationale, où on attend toujours les députés sur le terrain véritable de la lutte contre le coronavirus. Vous avez écouté un certain nombre de députés prendre la parole sur la question en faisant des comparaisons avec ce qui se passe sous d'autres cieux. Il y a également le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, qui met en place un fonds de 15 milliards de francs CFA pour lutter contre le coronavirus. On évoquera aussi, si on en a le temps, la sortie du mouvement ECAM sur ses propositions pour lutter contre le coronavirus, avec entre autres la nécessité de la stabilisation des prix sur le marché. On l'a écouté dans les propositions faites par le mouvement de Protet Ayama. C'est l'essentiel du débrief. Retour donc sur le plateau d'Equinox soir avec Dr Marcel Simo, sociologue, enseignante à l'université de Douala et militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, et maître Simon-Serge Kakak, avocat au barreau du Cameroun et président de l'association juriste d'Afrique pour la bonne gouvernance, et puis je dois ajouter qu'il est UPCiste dans l'âme. Maître Simon-Serge Kakak, avant le début du journal, on évoquait ce sujet en rapport avec la sortie du ministre de l'administration territoriale qui a écrit à son homologue des finances pour solliciter, enfin pour l'informer et solliciter l'ouverture d'une enquête sur la collecte des fonds organisés par dans le cadre de l'opération Survie Cameroun Survive Initiative. Le ministre Atangadi invite l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, à ouvrir une enquête sur cette collecte de fonds avec au besoin le gel de ces fonds. Oui, la question de secret ne peut pas demander la fermeture d'un compte. Bon, je pense que lorsque j'essaye d'analyser dans son esprit la deuxième sortie, alors il essaye de rattraper peut-être l'erreur qu'il a commise dans la première sortie. Il essaye maintenant de mettre l'autorité monétaire nationale devant ses responsabilités. Oui. Parce qu'il faut que cela soit dit. Lorsqu'on parle du secteur bancaire en Afrique centrale, il y a deux autorités qui ont le pouvoir d'agir. La première autorité, c'est l'institution communautaire qu'on appelle la COBAC, la Commission bancaire d'Afrique centrale, qui est le gendarme des banques. Donc qui joue le rôle de régulation et qui veille au respect de ce qu'on appelle dans ce secteur les normes prudentielles qui sont édictées par la COBAC, mais sous l'inspiration des accords de Bâle. Ça, il faut que cela soit clair. Maintenant, il y a l'autorité monétaire nationale qui est le ministre des Finances. Ouais. Mais il faut que cela soit clair également. C'est l'autorité monétaire nationale qui donne les agréments. 4 agréments. Lorsqu'il s'agit, en fait, des banques commerciales classiques, on donne 4 agréments. Un agrément pour la banque, 2 agréments pour les 2 principaux dirigeants, généralement le directeur général et le directeur général adjoint, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans ce domaine le principe des 4 yeux. Donc l'autorité monétaire nationale donne 2 agréments, un agrément au DG, un agrément au DGA et un 4e agrément au commissaire aux comptes. Mais ces agréments sont donnés sur avis conforme de la COBAC. Voilà les autorités qui interviennent en la matière. Maintenant, un compte a été ouvert par une association qui, bon, je ne connais pas les statuts de cette association, mais je suppose que si une banque sérieuse, qui soit dit en passant, fait office aujourd'hui de première banque au Cameroun, ça faut que les gens le sachent, depuis pratiquement 2-3 ans, Afriland First Bank fait partie, ou alors est la première banque au Cameroun, en termes de total de bilan, en termes de produits net bancaires. Donc c'est une banque très sérieuse. Pour qu'une banque de cette envergure ouvre un compte, cela veut dire que l'association en question a présenté la documentation nécessaire, notamment les statuts, le règlement intérieur, et le procès verbal d'Assemblée générale constitutive et la liste des membres fondateurs. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant,
cette association, si elle existe sur le plan juridique, je ne sais pas ce qui peut l'empêcher d'avoir un compte bancaire. Donc, vu sur ces temps, si nous restons dans une posture juridique, je pense que ce débat, pour moi, n'existe pas. Le ministre de l'administration territoire nous mène là dans un débat périphérique. Alors maintenant, il parle de saisir la NIF pour enquêter sur... Bon, écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas tous les éléments d'appréciation, mais autant que je puisse le savoir. Cette association vient d'ouvrir le compte. Je ne sais même pas si ce compte a déjà véritablement fonctionné. Parce que je pense que c'est une histoire de la semaine dernière. On a parlé de cela. Bon, maintenant, on saisit la NIF. La NIF intervient pour investiguer sur les malversations financières. Donc, c'est une agence nationale d'investigation financière. Alors, je prends quelques éléments. Le ministre dit, selon la loi du 9 décembre 1990 relative aux partis politiques, article 10, il est formellement interdit à un parti politique de recevoir des fonds de l'extérieur. Autre élément, ayant violé les textes en vigueur et les conditions usuelles qu'une association doit remplir pour pouvoir ouvrir un compte, le sous-compte dénommé Survie Cameroun Survival Initiative n'aurait pas dû être ouvert dans un établissement bancaire au Cameroun. Et plus loin, il dit, bien plus, l'association illégale suscitée, placée sous le couvert d'un parti politique ayant un compte bancaire domicilié à Freeland First Bank est engagée dans une collecte d'épargne publique prétendument destinée à la lutte contre Covid-19. Et donc, au regard de ce qui précède, je vous aurais gré de bien vouloir solliciter auprès des responsables de l'Agence nationale d'investigation financière, dont la mission est entre autres de lutter contre le blanchiment d'argent, l'ouverture d'une enquête sur les activités de Survie Cameroun Survival Initiative et au besoin de geler au préalable les fonds déjà collectés sans préjudice des poursuites judiciaires à l'encontre de toutes les personnes à l'origine des activités financières obscures de la dite association. Bon, justement, je ne sais pas. Hein. Bon, peut-être que je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. Ouais. Mais autant que j'ai pu comprendre là tout à l'heure, c'est une association qui est une entité juridique. C'est une personne morale totalement différente d'un parti politique. C'est une association. Certainement qui a été créée en conformité avec la loi de 90 sur les associations. Bon, donc, maintenant, si cette association ouvre un compte, bon, je ne connais pas les dessous, mais je me dis quand même que si le compte a été ouvert au nom de l'association, je ne vois pas de problème. C'est pour ça que, de mon point de vue, c'est un débat périphérique qui ne doit pas intéresser les Camerounais seulement. Parce que, en fait, je vois, c'est par là que je vais chuter. Oui. J'ai vraiment le sentiment qu'on veut nous mener là dans une querelle de politique politicienne qui ne favorise pas. Les Camerounais, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de trouver la meilleure formule pour faire face au coronavirus qui est en train de nous traumatiser. Parce que c'est de ça qu'il est question. Mais, vous savez, il y a une pratique qui a pignon sur rue dans ce pays. Chaque fois qu'il y a un vrai problème, les gens laissent le vrai problème. On nous embarque sur un problème périphérique qui prend toutes les énergies et finalement on ne résout pas le problème essentiel. C'est pas là que je chute. Docteur Simon, et l'un des problèmes sérieux auxquels les Camerounais font face aujourd'hui, c'est l'inflation. L'augmentation exponentielle, les prix ont explosé sur le marché et cela préoccupe le mouvement ECAM qui, dans une sortie que nous avons écoutée dans le journal de Julien Berthe Bissaï, parle de la nécessité de la stabilisation des prix sur le marché. C'est vrai, il est important, hein, et là tout le monde l'a dit depuis longtemps, de stabiliser les prix sur le marché. Mais je crois que le mini-commerce essaye, parce que quand je vais dire a essayé, ça donne l'impression qu'il ne le fait plus, essaye tant bien que mal de contrôler, de veiller au contrôle de ces prix-là, parce que avec le confinement qui hier, parce que tous les Camerounais à un moment pensaient à un confinement total. Donc, avec le confinement qui était supposé et total, on a observé, n'est-ce pas, des comportements, je vais dire pathologiques, des comportements pathologiques qui induisaient, n'est-ce pas, certains commerçants à délibérément garder des marchandises pour espérer, n'est-ce pas, pour créer des pénuries et après, n'est-ce pas, augmenter les prix pour asphyxier la population. Donc, je crois que le ministère du Commerce essaye de faire la ronde sur cette question et agit sur le terrain par rapport à ce phénomène-là. Mais c'est naturellement, hein, de façon naturelle, il fallait s'y attendre. Maintenant, heureusement que l'État a pris le taureau par les cornes. L'État essaye d'empêcher, n'est-ce pas, que de tels comportements se produisent, se multiplient et infectent tous nos marchés.
Est-ce que vous avez le sentiment, Maître Kak, que cette opération de contrôle des prix est réelle et est efficace? Parce que quand vous écoutez le mouvement ECAM faire cette proposition, ça veut dire que cela, il y a une sorte de remontée des préoccupations des populations vers cette organisation. Comment on peut être plus efficace dans la lutte contre l'augmentation généralisée des prix? Est-ce que cela est possible dans un contexte où très souvent on parle de corruption? En fait, c'est très difficile. Le sentiment personnel que j'ai par rapport à cette opération de contrôle des prix, c'est que l'État n'a jamais trouvé la formule adéquate. Comprenez? Vous savez, les Camerounais ont essentiellement un comportement mercantiliste. Et c'est des grands opportunistes. Donc, lorsqu'il y a un problème comme celui-là, tous les Camerounais commencent à réfléchir sur quelle stratégie mettre en place pour tirer, j'allais dire, le marron du feu. Donc, et face à cette situation, on a le sentiment et même la conviction que le gouvernement ne trouve pas les formules efficaces pour combattre cela. C'est pour ça que lorsque le président Protais Ayama et son fameux groupement patronal, le MECAM, pose ce problème, je sais que c'est un problème très très important qu'il faut juguler pour essayer d'accompagner de manière efficace les populations dans la gestion de cette crise sanitaire. Mais j'ai peur que l'État ne trouve pas la meilleure formule pour sortir de l'auberge. Docteur Simon, on a également écouté quelques députés, toujours dans le cadre, dans le sillage de la lutte contre, la lutte contre le coronavirus. On a écouté certains députés prendre la parole pour faire des propositions dans le sens justement d'être plus efficient dans la lutte contre la propagation du coronavirus. On attendait les députés sur notre terrain, sur le terrain d'une opération, des opérations de sensibilisation. On avait d'ailleurs vu que dans certains pays, au Nigeria par exemple, les députés ont donné leur salaire. On sait que les députés ont annoncé par exemple que pendant le mois de mars et d'avril, ils ne prendraient pas leur salaire et que cet argent irait dans la lutte contre le coronavirus. On a également vu des sénateurs nigérians indiquer qu'ils donneraient la moitié de leur revenu mensuel pour lutter contre le coronavirus dans leur pays. Des ministres du gouvernement nigérian, je crois une quarantaine, ont également annoncé qu'ils donneraient leur salaire pour lutter. Alors, on s'attendait à ce que les députés camerounais également prennent des mesures dans ce sens, non? Notamment les députés du RDPC, le parti au pouvoir. Ça fait sourire. J'ai cru voir Maître sourire. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, Duval. Le Covid-19 est peut-être collectif, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les méthodes sont individuelles. Les méthodes sont individuelles, à chacun sa méthode, à chacun ses moyens. L'important, l'élément essentiel, c'est de pouvoir éradiquer le mal. C'est l'élément important là-bas. Maintenant, les méthodes sont individuelles. Moi, dans le journal, j'ai cru entendre à un moment que les élus du peuple, l'Assemblée nationale, était bouche bée, ou que non. On a vu des députés se déployer sur le terrain pour distribuer déjà des cache-nez, pour distribuer des gels hydroalcooliques. Vraiment ça, il ne faudrait pas le balayer du revers de la main, donner l'impression que ce n'est rien. Ça contribue au respect des gestes barrières. Moi, j'en ai vu, et je crois que vous aviez vu, vous aussi. On a vu, même dans l'opposition, ils peuvent faire plus, docteur. Des conseillers, des députés, n'est-ce pas, agir à leur manière, sensibiliser à leur manière les populations sur les différentes mesures dictées par l'OMS et le gouvernement camerounais. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Assemblée nationale reste muette sur la question, les députés restent muets sur la question, le gouvernement camerounais de manière générale reste muet sur la question. Non, on ne peut pas dire ça ainsi. Je sais, lorsque vous dites peut faire plus, c'est parce que vous voulez asseoir, n'est-ce pas, un ensemble de comparaisons. Et j'aime souvent le dire, comparaison n'est pas raison, ça tout le monde le sait. Donc à chacun ses moyens, à chacun sa méthode. L'essentiel, c'est que le Covid-19 disparaisse. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Maître Simon Serge Kak, ce sera attendu à une activité assez importante.
de l'Assemblée nationale ou du Parlement ces jours-ci, notamment avec le début du coronavirus, peut-être des lois qui devraient accompagner l'implémentation des mesures qui ont été dictées par le gouvernement. Je me souviens que dimanche dernier, dans le cadre de l'émission Droit de réponse, alors je ne sais pas si c'était dans l'émission ou dans les couloirs, Maître Pensi, qui est avocat au barreau du Cameroun, indiquait que certaines mesures qui sont annoncées en termes de sanctions par les autorités administratives contre les personnes qui ne respectent pas les mesures gouvernementales ne doivent absolument passer par des lois. Parce qu'on se souvient que ces jours-ci, dans les réseaux sociaux, on a vu un certain nombre d'informations circuler ou des contraventions contre des personnes qui n'arborent pas leur masque. Des contraventions, je crois, on a vu circuler 6 000 ou 8 000 ou 12 000. 6 000. Et puis, Maître Pensi semblait indiquer que non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait une loi à l'Assemblée nationale qui fixe, je ne sais pas, les prises et contraventions, bref, les sanctions contre les personnes qui ne respectent pas ces mesures. Est-ce que c'est votre avis? Oui, je pense que sur ce point, je partage entièrement la position de mon estimé grand frère et ami Manu Pensi. Là, il a entièrement raison. Parce qu'en réalité, dans un contexte comme celui-ci, c'est là où les élus de la nation doivent prendre leurs responsabilités. Malheureusement, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, j'ai toujours à le déplorer sur les plateaux de télévision. Il n'y a pas très longtemps, je le faisais observer, qu'il y a quand même une situation surprenante. Depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, le 1er janvier 1960, il n'y a jamais de proposition de loi à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de texte, donc de texte initié par les députés. Alors que dans une situation comme celui-ci, on dit souvent que l'occasion fait le larron. Les députés devaient saisir le ballon au bon pour dire que le moment est venu pour commencer à imprimer notre marque. Malheureusement, on trouve que, à part les déclarations, les observations des jeunes députés, j'ai vu mon ami Adamo Koupil là tout à l'heure avec mon jeune frère Cabral, qui sont au four au moulin dans les déclarations. Mais en fait, ce n'est pas les déclarations qu'on attend des députés dans ce genre de situation. Ce que nous attendons, c'est les actes. Et l'acte par lequel un député s'exprime, c'est une proposition de loi. Nous n'en sommes pas encore là. Donc pour moi, l'Assemblée nationale n'a pas encore donné, j'allais dire, ne nous a pas encore présenté le visage d'une institution qui peut contribuer au changement dans ce pays. C'est pour ça que, très sincèrement, bon, je le dis peut-être de manière excessive, mais je le dis honnêtement, je n'attends pas grand-chose de ce Parlement, qui est pratiquement à 100, comment dirais-je, le parti au pouvoir a aujourd'hui plus de 150 députés. Bon, les députés, l'opposition qui viennent là, on voit leur enthousiasme, on voit leur volonté de contribuer à la bonne marche des choses. Mais je suis convaincu qu'en réalité, en face d'eux, il y a des gens qui se moquent carrément des commissions là. Ils ne savent pas comment les choses se passent ici. Ici, on ne gère pas les situations par enthousiasme. Vous comprenez? Il faut comprendre qu'en ce moment, les Camerounais attendent quelque chose de concret de leurs députés. Malheureusement, jusqu'à présent, on a le sentiment et même la conviction que les élus de la nation n'ont pas encore véritablement trouvé la meilleure formule pour impacter sur la riposte gouvernementale contre le coronavirus. Docteur Simo, on l'a également vu dans le journal tout à l'heure. Le président tchadien Idriss Déby Itno lance un fonds de 15 milliards de francs CFA pour lutter contre le coronavirus. Oui, effectivement. 15 milliards. C'est osé. On est tenté, même si vous nous le reprochez, de faire une comparaison avec le Cameroun. Ça revient encore, la comparaison. C'est logique. C'est pas osé. C'est pas osé. Et la question que les gens devraient se poser, certainement en nous écoutant ce soir, c'est comment le Tchad peut mobiliser 15 milliards en principe, alors que Duval, nous, on en est à 1 milliard de francs. En principe, Duval, soyons sincères, il ne faudrait pas. Les contextes ne sont pas les mêmes. Moi, je suis gênée qu'à chaque fois, on donne l'impression de ne pas vouloir voir les contextes dans lesquels le Covid-19 a trouvé le Cameroun. Moi, sincèrement, je suis très gênée là-dessus. Le Cameroun, je crois pratiquement depuis 10 ans, est dans un tourbillon sans cesse. Et sur le plan, un tourbillon qui nécessite, n'est-ce pas, des moyens financiers énormes. Nous avons la crise du Nozo,
Si on veut commencer par les plus récentes, nous avons la crise du Nozo qui est à 4 ans, parce que je vais dire était, ça donne l'impression que c'est terminé, qu'on n'en est plus là-dessus. On a une crise du Nozo à 4 années qui nous a pas mal coûté beaucoup d'argent. On a également cette guerre cette guerre Boko Haram qui ne cesse de souffler financièrement l'État camerounais. On ne peut pas, n'est-ce pas, ignorer ces contextes-là. On ne peut pas, n'est-ce pas, faire semblant de ne pas voir ces contextes-là. Et si on va même plus loin, on va se rendre encore avec l'effort que le gouvernement camerounais a fait pour pouvoir être à jour dans l'organisation du Chan, qui malheureusement est stoppée par l'action par la situation actuelle. Donc voilà autant d'actions qui économiquement ont essoufflé le gouvernement camerounais. Donc on ne peut pas aujourd'hui établir des comparaisons comme si au Cameroun nous baignons dans un calme total ou dans un calme plat. Non, c'est des actions qu'il faille observer et à un moment se dire il était temps que nous entrions dans une solidarité collective pour pouvoir éradiquer Lorsqu'on écoute le président Déby, au-delà de la question de la mobilisation des fonds, on a entendu le président Déby dire qu'il pourrait éventuellement envisager un confinement total si les mesures édictées n'étaient pas suffisamment respectées, n'étaient pas n'étaient pas en mesure de pouvoir faire face efficacement contre le coronavirus. Oui, nous sommes d'accord là-dessus, mais je dis, et j'insiste encore sur cette question, la comparaison n'est pas nécessaire à ce niveau parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Ça, je reviens encore sur cet élément, les contextes ne sont pas les mêmes. Le Cameroun a traversé un ensemble de situations qui ne lui permet pas, n'est-ce pas, qui ne lui permettent pas d'agir aussi aisément, aussi simplement comme si de rien n'était. Mais à vous entendre, on a l'impression que le gouvernement a du mal à gérer cette crise. C'est vrai, elle est là, elle fait ce qu'elle fait, mais je crois qu'il est de bon ton que tout le monde observe que le gouvernement camerounais essaye de faire comme il peut pour pouvoir réduire, n'est-ce pas, la propagation du Covid-19 et même la propagation de ce virus chez les citoyens camerounais, parce que le contrôle est pris en main, ça nous l'observons par le taux de guérison qui se multiplie de jour en jour, et simplement maintenant que tous les Camerounais se mettent en place pour respecter les règles barrières, et je pense qu'on va devoir faire face à cette situation. Maître Kak, lorsqu'on écoute le président Idriss Déby prendre des mesures pour stopper ou pour freiner la propagation du coronavirus au Tchad, on voit bien que les Africains sont en mesure, de façon souveraine, de se mobiliser et de lutter efficacement, en tout cas, contre ce coronavirus. Pourtant, on a le sentiment que la France semble très préoccupée, peut-être même plus préoccupée que les Africains. On se souvient encore de ce récent discours du président Macron, indiquant qu'il était fondamentalement préoccupé et qu'il y avait un devoir de solidarité vis-à-vis des Africains dans la lutte contre cette propagation du coronavirus. Ça se comprend? Non, je vais vous dire quelque chose de très sincère. Il faut que nos dirigeants comprennent que l'Afrique a tous les outils nécessaires pour se prendre en charge. Même cette pandémie cette pandémie du Covid-19 ne peut pas dépasser l'Afrique. L'Afrique a tous les moyens nécessaires. Et que les Occidentaux cessent de nous considérer comme des éternels assistés. Parce que lorsque vous suivez le président Macron, il revient toujours sur la problématique de l'annulation de la dette, de l'aide. Comme si en réalité nous on n'était que des nécessiteurs et que nous étions incapables de prendre notre destin en main. Je dis non. Nous avons tous les outils pour affirmer notre indépendance totale. Ça, il faut que les gens le sachent. C'est pour ça que moi, ce discours me choque. Et pour revenir au cas du président du Tchad tout à l'heure, lorsque vous avez suivi le discours de ce monsieur, de ce président de la République, on vous dit que son pays est à son premier cas de détecté positif. Il prend déjà les mesures fortes. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Qu'il anticipe. Oui, qu'il est dans une gouvernance anticipative, pour ne pas dire gouvernance spontanée. Donc il réagit du tic au tac pour trouver des solutions tout de suite.
Il n'est pas dans une gouvernance à retardement. Parce que c'est quand on est dans une gouvernance à retardement qu'on subit les événements. Je suis d'accord avec Marcel. Notre pays a été confronté à une kyrielle de difficultés d'ordre sécuritaire. Je suis d'accord. Qui obligeait des engagements économiques. Je suis d'accord. Mais sauf que lorsque nous faisons quand même l'exégèse de la riposte gouvernementale contre le Covid-19, on a quand même le sentiment que le pays n'a pas pris, j'allais dire, de vrais engagements vis-à-vis de son peuple. Parce qu'en réalité, cette pandémie nous a imposé une situation. Ici, nous sommes dans une situation de vie ou de mort. On va vous parler de l'organisation du CHAN, de la CAN, tout ça. Tous ces événements ne sont pas au-dessus de la vie des Camerounais. Quand vous dites que le Cameroun est incapable de débourser 5 milliards, 10 milliards de francs pour prendre des mesures à l'endroit de ces populations qui sont en danger de mort, moi je trouve ça très grave. Vous comprenez, Duval? Ça, c'est mon sentiment personnel. Je suis d'accord, on a pris des engagements, mais encore que lorsque vous regardez le financement de toutes les infrastructures que nous avons réalisées dans le cadre du CHAN et de la CAN, vous allez voir qu'en réalité, c'est le fonds d'endettement. Nous nous sommes endettés pour construire ces infrastructures. Ce n'était pas sur le fonds propre du Cameroun. Ce qui revient à dire que le Cameroun a quand même des fonds propres qui peuvent lui permettre de venir, de soutenir ces populations en ce temps de détresse. Lorsque vous avez suivi le discours du président Déby, il a dit qu'il met en place un fonds de 15 milliards pour acheter les équipements barrières. Qu'est-ce qu'on appelle les équipements barrières? C'est les masques. C'est le gel hydroalcoolique. Le gouvernement doit trouver la meilleure formule pour mettre ces équipements à la disposition de ces populations sans débourser de l'argent. Ici, chez nous, on nous impose le port de masque. L'argent vient d'où? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression que la débrouillardise a repris le pouvoir. N'importe qui aujourd'hui, que ça part de masque, il met sur son nez. Et j'ai même l'impression, à un moment donné, que les masques là sont même plus dangereux que la maladie. Mais c'est ça qui est plus grave. Donc, en réalité, je pense que non. Comparaison n'est pas raison. Je suis d'accord avec vous, Marcel. Mais je pense que le gouvernement peut faire mieux. Et ce qui est même paradoxal, Duval, c'est par là que je vais chuter. Avant de sortir, je reviens sur la question que vous avez posée tout à l'heure, sur l'attitude du président français. Vous avez observé effectivement que les Africains sont en mesure de le faire. Ça veut dire qu'ils sont en mesure de se prendre en charge, de s'organiser. Mais on voit bien que cela ne peut pas être possible. Je veux dire que l'interdiction, les réserves que vous émettez ne peuvent être prises au sérieux que si les chefs d'État africains eux-mêmes ont conscience de ce qu'ils sont en mesure de le faire. Le président Macron, dans sa déclaration, il cite les échanges qu'il a eu par visioconférence avec d'autres chefs d'État qui sont d'accord avec cette logique, cette façon de faire, et qui, effectivement, sont dans une sorte de communauté pour mobiliser et mutualiser les forces et les moyens financiers pour pouvoir faire face à ce Covid-19. Oui, écoutez, est-ce qu'on peut régler la question de la souveraineté des Africains sans la volonté des chefs d'État africains? Oui, mais on ne peut régler cette question qu'en adoptant la posture comme celle du président Déby, qui vous a dit je mets 15 milliards. Il n'a pas dit que c'est la France qui viendra financer les 15 milliards. Les 15 milliards dont il parle, je suis convaincu, connaissant le président Déby, qui a une très grande vision. Je suis sûr que ces fonds sortiront du trésor public tchadien. Il ne va pas dire à la France que venez me donner 15 milliards pour acheter les équipements barrières dans mon pays. Donc ce n'est que des attitudes comme celle-là qui peuvent permettre aux Africains de s'affirmer comme État. Et c'est en cela que nous pouvons véritablement défendre notre souveraineté. Donc moi je pense, franchement, je ne dis pas que l'aide que la France ou alors les pays occidentaux peuvent nous octroyer, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant, non. Mais c'est qu'il faut intégrer. Je suis même d'accord qu'on annule la dette. L'association que je préside avait même mené une réflexion dans ce sens. C'est-à-dire l'annulation de la dette. Mais sauf que, de notre point de vue, cette annulation de la dette ne peut être possible que si elle est assortie des conditions. La première condition pour nous, c'est d'auditer d'abord la dette africaine. La dette là. Parce que il y a beaucoup de fonds que nous avons empruntés pour réaliser des infrastructures. Je ne parle pas seulement du Cameroun, mais je parle de l'Afrique générale. L'Afrique a emprunté beaucoup d'argent pour réaliser les infrastructures. Mais lorsque vous analysez de près, vous vous rendez compte que 70% de ces fonds d'endettement ont été utilisés à d'autres fins.
Donc il faut d'abord qu'on sache si l'argent emprunté a été utilisé à des fins appropriées. Première chose. Et deuxième chose, qu'on se rassure que les fonds qu'on devait rembourser dans le cadre de notre service de la dette doivent être reversés au financement des équipements barrières, comme par exemple ce qui se passe là au Tchad. Parce que si on annule pour annuler, ça ne serait pas intéressant. Mais si on annule pour prendre cet argent, investir maintenant dans l'accompagnement des populations, dans la gestion de cette crise, c'est quelque chose de fabuleusement intéressant. Donc c'est pour ça que je dis, de mon point de vue, je ne suis pas contre l'aide que les Occidentaux peuvent encore nous apporter. Mais il faut d'abord que nous-mêmes nous affirmons, première chose, et de deux, si l'Occident décide de nous aider, que cela suive un canevas bien approprié et qu'il y ait des conditions qui vont permettre aux populations de tirer leur épingle du jeu. On va s'arrêter là pour ce soir. Docteur Marcel Simon, infiniment merci d'être venu sur le plateau d'Equinoxe Soir. Merci Duval, c'est moi qui vous dis merci et au plaisir. Merci d'être venu. Donc, vous êtes enseignante de sociologie, c'est au département de sociologie à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Douala. Et vous êtes militante politique, militante du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maître Simon Serge Kakak, merci d'être venu. Monsieur Duval. Peut-être un mot avant de sortir sur le remplacement au Conseil constitutionnel, le professeur Joseph Ona, qui remplace Jean Foumanakam. Bon, un baobab remplace un autre baobab. Oui, en fait, vous savez, j'aurais quand même pensé, sans rien enlever à la valeur intrinsèque et intellectuelle du professeur Joseph Ona, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup d'estime et de respect. C'est un érudit du droit au Cameroun, c'est une vérité de la palisse. Mais j'aurais quand même souhaité que le chef de l'État penser à un véritable renouvellement. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des Camerounais aspirent à un changement. Et le changement doit commencer par la gestion de nos institutions. Qu'on voit quand même des nouvelles phases qui viennent avec des nouvelles idées. Il y a des jeunes magistrats, il y a des jeunes professeurs de droit aujourd'hui qui sont prédisposés à apporter leur contribution, j'allais dire, à l'amélioration de notre situation. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle du Conseil constitutionnel, c'est le premier outil, c'est le premier instrument qui doit contribuer à l'amélioration de la démocratie au Cameroun. Et lorsqu'on continue à gérer cette institution avec la vieille marmite, j'ai le sentiment et même la conviction qu'on ne sortira jamais de l'auberge. Il faut rappeler tout simplement que le Conseil constitutionnel est une institution qui fait partie du pouvoir judiciaire. C'est un organe qui compte 11 membres. Oui. C'est un organe qui statue sur la constitutionnalité des lois au Cameroun et qui, entre autres, est présenté comme le juge électoral dans notre pays. Oui, mais en termes de juge électoral, si le juge électoral est manifestement partial. Non, pas du tout. Non, pas du tout. La démission sera effective, je vous en prie. Est-ce que le professeur Ona a déjà démissionné du Rassemblement démocratique? Je vous en prie. Certainement, il le fera. Certainement, il le fera pour traduire. Il le fera pour traduire une partialité. Une partialité totale. Ce n'est pas sur la démission aujourd'hui qui va nous faire penser qu'il va travailler. Non, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Accordons-lui le bénéfice du doute, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit, accordons-lui le bénéfice du doute et à chaque fois, ne nous mettons pas dans une posture. Pourquoi on ne peut pas nommer l'UPC ce Conseil constitutionnel? Ça arrive. Pourquoi nommer l'UPC? Et ce jour-là, l'UPC va démissionner. Ça arrive. Merci madame, merci messieurs d'être venus sur le plateau d'Equinoxe ce soir. Merci à vous madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinoxe ce soir. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.